Il y a une chose que l'on ne vous dit jamais quand vous approchez la soixantaine. On vous parle de bilan de santé, de transmission de patrimoine, de ralentissement. On vous parle de ce que vous allez perdre, rarement de ce que vous pourriez gagner. Mais personne ne vous dit que pour certaines personnes, ces années-là deviennent les plus belles de toute une vie. Pas les plus faciles, les plus vraies. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez commencé à le pressentir. Ce léger déplacement intérieur, cette façon différente de regarder une journée ordinaire, ce quelque chose qui a changé sans que vous puissiez encore tout à fait le nommer. Imaginez Bernard, 64 ans, ancien cadre dans une entreprise de logistique. Il a passé 30 ans à courir. Des réunions, des objectifs, des week-ends sacrifiés, des vacances avec le téléphone dans la poche. Et puis, la retraite est arrivée. Les premières semaines ont été étranges, presque inconfortables. Plus de structure, plus de statut, plus de raison de se lever avec urgence. Il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Il a dit « J'ai réalisé que je ne savais plus quoi faire quand personne n'attendait rien de moi ». Et puis, progressivement, il a appris à répondre à une question qu'il n'avait jamais vraiment eu le temps de se poser. Qu'est-ce qui me plaît, à moi, quand personne ne regarde ? Il a recommencé à cuisiner, vraiment cuisiner, pas réchauffer. Il a repris une vieille guitare qui dormait sous un lit depuis 22 ans, et un matin, en buvant son café sur le balcon sans regarder l'heure, il a eu cette pensée simple et bouleversante. « Je suis bien ». Pas euphorique, pas soulagé d'une pression particulière, juste profondément bien. Ce que vit Bernard n'est pas une exception. C'est une réalité que les chercheurs qui étudient le bonheur ont commencé à documenter sérieusement. Contrairement à ce que la culture populaire nous raconte, le bonheur ne suit pas une courbe descendante avec l'âge. Pour beaucoup de personnes, il suit une courbe en U. Il touche un creux autour de la cinquantaine, période souvent chargée de responsabilités, de doutes, de comparaisons douloureuses. Et puis, il remonte, pas par magie, mais parce que quelque chose de fondamental se transforme dans la façon dont on habite sa propre vie. Cette transformation ne tombe pas du ciel un beau matin, elle se construit silencieusement, à travers les deuils traversés, les illusions abandonnées, les priorités revisitées. Elle se construit aussi à travers ces moments où l'on a choisi, parfois sans même le réaliser, d'être honnête avec soi-même plutôt que confortable. Et c'est précisément cette transformation que nous allons explorer ensemble. La première chose qui change, c'est le rapport au temps. Quand on est jeune, le temps est un adversaire à battre. On le comprime, on le planifie, on s'en culpabilise quand on a l'impression de le gaspiller. Mais après 60 ans, pour ceux qui traversent ce passage avec les yeux ouverts, quelque chose se stabilise. Le temps cesse d'être une menace. Il devient une compagnie. Les matins ne sont plus des tremplins vers autre chose. Ils peuvent être, enfin, des matins. Cette banalité-là est en réalité une révolution silencieuse, et elle change tout à la texture de chaque journée. On commence à remarquer des choses que l'on regardait sans voir depuis des années. La lumière particulière d'un après-midi de novembre, le goût d'un repas préparé sans hâte, la satisfaction d'une conversation qui n'avait pas d'ordre du jour. Ces petites choses ne sont pas des consolations de second rang, elles sont la matière même d'une vie bien vécue. Et le reconnaître n'est pas de la résignation, c'est une forme d'intelligence que seule l'expérience peut donner. Il y a aussi cette transformation remarquable dans les relations. Après des décennies de liens sociaux entretenus par obligation, par stratégie ou par habitude, quelque chose se simplifie. On n'a plus ni l'énergie ni le désir de maintenir des façades. Les relations qui survivent à ce tri naturel sont souvent les plus nourrissantes que l'on ait jamais connues. On parle autrement avec les gens que l'on aime vraiment, on va plus vite à ce qui compte, on rit de choses plus vraies, on se tait sans gêne. Et dans ce silence partagé avec quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, il y a parfois plus d'intimité que dans des heures de conversation superficielle. Les amitiés profondes, celles qui ont traversé les disputes, les distances et les transformations de vie, ont une saveur que rien d'autre ne peut reproduire. On n'a plus besoin de se justifier, de briller, d'être à la hauteur d'une image. On peut arriver fatigué, incertain, avec ses doutes visibles, et rester aimé malgré tout. Cette liberté-là est rare, et beaucoup de gens réalisent avec émotion qu'ils la possèdent déjà, dans quelques relations précieuses qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment chéries. Avez-vous déjà remarqué cela, cette qualité particulière des liens qui ont traversé les années avec vous ?
Si cette réflexion résonne avec quelque chose en vous, si ces mots touchent à des questions que vous portez, je vous invite à rejoindre cette communauté en vous abonnant à cette chaîne. Nous explorons ici chaque semaine ce qui rend la vie plus profonde, plus sensée, plus belle après 50 ans. Et ce que nous allons aborder dans quelques instants est peut-être la partie la plus importante de tout ce que nous partageons aujourd'hui. Ce que l'on comprend après 60 ans, et que l'on ne peut vraiment comprendre qu'après 60 ans, c'est que l'exigence permanente envers soi-même est une forme de violence douce. Pendant des décennies, une voix intérieure nous a soufflé que nous pourrions être mieux, faire mieux, être plus disciplinés, plus ambitieux, plus patients, plus courageux. Cette voix n'était pas toujours cruelle, parfois elle ressemblait à de la motivation. Mais avec le recul, on réalise qu'elle occupait tellement d'espace qu'elle laissait peu de place pour simplement être. Et l'une des grandes libertés de l'avancée en âge, c'est que cette voix perde son emprise. Non pas parce que l'on abandonne toute ambition, mais parce que l'on commence à distinguer ce qui vient vraiment de soi et ce qui vient du regard des autres. Ce que l'on veut réellement, de ce que l'on a longtemps cru devoir vouloir. Et cette distinction change profondément la façon dont on se lève chaque matin. On réalise aussi que la bienveillance envers soi-même n'est pas un luxe réservé aux gens qui n'ont pas de problème. C'est au contraire une ressource essentielle, particulièrement précieuse pour ceux qui ont eu une vie difficile. Se traiter avec la même gentillesse que l'on accorderait à un ami traversant les mêmes épreuves, voilà quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment appris à faire. Et commencer à le faire, même tard, change quelque chose de profond dans la couleur de chaque journée. Il y a un paradoxe au cœur de tout cela. La société nous a souvent présenté la vieillesse comme une perte progressive. Moins de force, moins de rapidité, moins de possibilités. Et c'est vrai que certaines choses s'éloignent avec les années. Mais ce que l'on gagne en échange est tellement sous-estimé. On gagne une forme de clarté que la jeunesse ne peut tout simplement pas posséder. La clarté de savoir ce qui compte vraiment, après avoir vu de près ce que coûte de l'avoir ignoré pendant trop longtemps. On gagne aussi une tolérance à l'imperfection, la sienne d'abord, celle des autres ensuite. Non pas la résignation de celui qui a renoncé, mais l'apaisement de celui qui a compris que l'imperfection n'est pas un défaut de fabrication, c'est la condition humaine. Et cette compréhension-là est une forme de paix que l'on ne peut pas acheter, ni apprendre dans un livre. Elle se dépose, lentement, au fil des années vécues avec attention. Il y a aussi quelque chose de très concret qui se libère dans le rapport aux opinions des autres. Pendant des décennies, une fraction significative de notre énergie mentale a été consacrée à anticiper comment on allait être perçu, dans les réunions, dans les dîners, dans les décisions familiales. Cette surveillance permanente de soi-même au regard du monde extérieur est épuisante, et beaucoup de gens réalisent, souvent avec surprise, qu'elle diminue naturellement avec l'âge. Non pas parce que l'on devient indifférent aux autres, mais parce que l'on a fini par construire un rapport à soi-même suffisamment solide pour ne plus en dépendre. Il y a une dernière dimension que je veux aborder, parce qu'elle est souvent la plus transformatrice. C'est la question du sens. Après 60 ans, beaucoup traversent une période où cette question refait surface avec une intensité nouvelle. Non plus comme une crise, mais comme une invitation. Qu'est-ce que je veux que ces prochaines années contiennent ? Pas en termes de performance ou de liste de choses à accomplir, mais en termes de présence, de qualité d'existence, de ce que je transmets simplement en étant la personne que je suis. Le sens ne naît pas toujours de grands projets, il naît souvent dans les gestes les plus silencieux. Un après-midi avec un petit enfant, où l'on est vraiment là, sans le téléphone, sans la distraction. Une conversation avec quelqu'un de plus jeune à qui l'on offre ce que des décennies d'expérience permettent de donner. Une création personnelle, un jardin, une page écrite, un plat préparé avec soin, qui n'existe que parce que l'on a choisi d'y mettre quelque chose de soi. Ces actes-là ne font pas la une des journaux, mais ils construisent, jour après jour, un sentiment d'avoir vraiment habité sa vie. Et ce sentiment-là, ce sentiment d'avoir été présent, d'avoir contribué, d'avoir aimé avec ce que l'on avait, est peut-être la forme de richesse la plus durable qui existe. Certaines personnes le découvrent à 60 ans, d'autres à 70, certaines malheureusement jamais. La différence entre ces trajectoires ne tient pas au hasard. Elle tient à une disposition intérieure, à une forme d'attention portée à sa propre vie, que l'on peut cultiver dès aujourd'hui. Et c'est peut-être cela, la réponse à la question que nous avons posée au début. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles plus heureuses après 60 ans ?
Pas parce que leurs problèmes ont disparu, pas parce qu'elles ont trouvé une formule secrète, mais parce qu'elles ont traversé assez de vies pour savoir que le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on accumule, ni dans ce que l'on prouve. Il se trouve dans la qualité de présence que l'on apporte à ce qui est déjà là, dans la profondeur des liens que l'on choisit de nourrir, dans la permission enfin accordée à soi-même d'exister pleinement, sans justification, sans comparaison, sans attendre une prochaine étape qui rendrait enfin la vie acceptable. La vie est acceptable, maintenant. Elle l'a peut-être toujours été. Et voir cela, vraiment le voir, est en soi une forme de bonheur que rien d'autre ne peut remplacer. Il y a quelque chose de presque paradoxal dans le fait que cette réalisation arrive souvent tard. Mais peut-être fallait-il justement toutes ces années pour en être capable. La jeunesse est nécessaire pour accumuler l'expérience. La maturité est nécessaire pour en extraire la sagesse. Et la sagesse, quand elle arrive vraiment, n'a rien d'austère ni de mélancolique. Elle ressemble à un sourire intérieur tranquille, à cette façon de se lever à matin ordinaire et de sentir que l'on est exactement là où l'on doit être. Et si ce sentiment n'est pas encore tout à fait là pour vous, sachez simplement ceci. Il n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il attend patiemment que vous lui fassiez un peu de place. Avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Y a-t-il un moment récent où vous avez ressenti cette qualité de présence dont nous avons parlé? Un instant ordinaire qui s'est soudainement chargé d'une densité particulière. Une conversation, un paysage, un silence partagé. Si vous vous en souvenez, racontez-le dans les commentaires. Pas pour performer une sagesse, juste pour partager ce qui est réel. Parce que ces témoignages-là ont une valeur immense pour tous ceux qui regardent cette vidéo en cherchant eux aussi leur chemin. On apprend tellement des expériences des autres, surtout quand ces expériences viennent de personnes qui ont eu le courage de vraiment vivre. Merci d'avoir été là jusqu'au bout.